Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce premier épisode de la série de podcasts Les Voix du Cercle Humania. Le podcast qui vous donne une longueur d'avance sur votre stratégie RH. Dans la voix de l'expert, nous donnons la parole à des spécialistes autour de sujets de la technique RH. Pour cette première édition, nous allons parler de plan épargne-retraite pour deux raisons. Dans un premier temps, le sujet est brûlant avec la réforme, puisque nous sommes en 2023, au moment où nous enregistrons ce podcast. En parallèle, l'inflation galopante a grignoté le budget des collaborateurs, ce qui a abouti à de nombreuses frictions liées aux revenus dans les organisations. Nous avons trouvé spécialement pertinent de regrouper les deux sujets à travers le PER de son petit nom. Et pour cela, nous avons mobilisé notre partenaire April Entreprise, courtier en protection sociale collective. April Entreprise a accepté de nous prêter un expert de la question que nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui. Romuald de Prost, vous êtes responsable du marché épargne-retraite entreprise à April Entreprise. Je vous laisse vous présenter en quelques mots dans un premier temps. Merci Camille et merci pour cette invitation. Effectivement, je suis responsable du marché de l'épargne et de la retraite entreprise chez April. Alors, je dirais que ma mission, c'est d'aider la direction des ressources humaines à déployer une politique d'épargne et de retraite entreprise qui soit, on va dire, premièrement comprise par toutes et tous, qui soit utilisée parce que tous les dispositifs ne vivent pas de manière optimale. Donc, amener les collaborateurs et les RH à les optimiser et puis surtout, faire que ces dispositifs soient appréciés de toutes les parties prenantes. Alors, toutes les parties prenantes, je pense notamment aux équipes RH, parce qu'elles sont dans l'opérationnel et que c'est elles qui doivent donner des réponses aux collaborateurs qui les interrogent souvent. Je pense aux partenaires sociaux, aux instances représentatives du personnel, parce que la direction des ressources humaines cherche à créer du consensus avec ces instances et que l'épargne le permet. C'est un outil favorable pour ça. Je pense ensuite aux dirigeants pour un double volet. Alors d'abord un volet stratégique par les questions d'attraction, de fidélisation, et puis aussi par un volet plus personnel parce que les dirigeants ont la contrainte à la fois d'une fiscalité des revenus qui est forte, donc qui sont en recherche de rémunération alternative hors impôt. Et puis ce sont eux qui ont la perte de revenus en retraite la plus importante. Et le dernier point, c'est les salariés qui sont bien sûr les bénéficiaires et qui au final comprennent pas grand-chose à tous ces dispositifs et qui ne savent pas vraiment à qui s'adresser. Donc moi, ma mission, j'estime qu'elle est réussie quand la DRH se dit, OK, le dispositif, il a globalement été compris, utilisé, optimisé, et il est apprécié par toutes les personnes avec qui je discute dans l'entreprise, les salariés, mes équipes, les représentants du personnel et la direction. Voilà ma mission fondamentale. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas très bien le plan d'épargne retraite, est-ce que vous pourriez en rappeler les grandes lignes? Bien sûr, le plan d'épargne retraite, le PER, c'est une bonne partie de notre avenir car c'est le second pilier de la retraite en France. On va dire que le premier pilier, c'est celui qu'on vient de traiter dans la réforme des retraites, le pilier obligatoire par répartition, régime de base, plus régime complémentaire Arco-Agirc. Et puis en 2019, la loi Pacte, elle crée le PER, pour remplacer environ une quinzaine d'anciens contrats de retraite. Article 83, Perco, Madelin, Préfond, etc. Beaucoup de contrats qui étaient tous différents par leur alimentation, leur utilisation, leur fiscalité, ce qui rendait beaucoup trop compliqué l'ensemble. Donc le PER remplace ces contrats et ces grandes lignes, c'est, on va dire, quelques piliers. Premier pilier, on prend tous les atouts et possibilités d'alimentation des anciens contrats. Donc schématiquement, 4 grandes possibilités d'alimentation dans l'entreprise. De l'abondement, alors de l'abondement qui pourra être uniforme, qui pourra être par ancienneté, qu'on peut décliner. Deuxièmement, des cotisations définies, comme des frais de santé. On définit une cotisation, elle peut l'être par catégorie de bénéficiaires, elle peut être croissante par tranche de rémunération
On peut travailler sur la répartition employeur-salarié, donc la souplesse dans l'approche de ces cotisations. On peut aussi monétiser des jours de repos non pris ou de compte épargne-temps avec des exonérations de charges et d'impôts. Et puis dernièrement, on peut faire des versements qui sont dorénavant toujours fiscalement déductibles. Donc on abaisse ses revenus imposables, on abaisse son assiette d'imposition. Donc beaucoup de nouvelles sortes d'alimentation, ça c'est le premier pilier. Deuxième pilier de la loi Pacte, c'est le capital. Jusqu'à présent, la pure retraite sortait en rente et les Français sont parfois réfractaires à la rente. Donc là, l'idée, c'est de dire, on étend les possibilités pour sortir en capital, et ça, que ce soit quand on part en retraite, mais aussi avant, notamment pour l'acquisition, la construction, le changement de résidence principale. Donc ça, quelque chose de très important dans les réflexes d'achat des décideurs, la possibilité d'avoir du capital. Et puis le troisième aspect, c'est finalement l'aspect universel de ce plan d'épargne retraite, puisque on n'a plus le droit de vendre les anciens dispositifs. Donc tout nouveau dispositif mis en place est un PER. Et puis le gouvernement favorise l'unification, le transfert de tous les contrats et de tous les comptes retraite. En fait, l'idée, c'est qu'on puisse l'alimenter grâce et avec l'aide de l'entreprise. Quand on change d'entreprise, on unifie ses comptes et quand l'entreprise change de dispositif, elle en profite au même moment pour unifier tous les comptes de retraite. Vous avez mentionné, une certaine évolution dans le dispositif. Est-ce que vous pourriez apporter des précisions sur la façon dont, l'épargne retraite a évolué au fil du temps? Ouais, c'est un beau sujet quand on dézoome parce qu'on voit que globalement ça s'améliore. On est parti très rapidement des années 60 où on mettait en place des articles 83 pour ceux qui connaissent, pour les dirigeants puis les cadres. À partir de 2003, les réformes Fillon, on a mis en place des PERCO pour l'ensemble du personnel. Ça a marché en taux d'équipement, mais ça a été plus mitigé en termes d'utilisation parce qu'on a vu que c'était souvent les mêmes collaborateurs, ceux avec du pouvoir d'achat, donc souvent les cadres, qui utilisaient les dispositifs. Ensuite, on a vu que tout ça était trop compliqué. 2019, loi Pacte, on refond tous les contrats dans le PER. Et là, le succès est au rendez-vous parce qu'on est déjà à plus de 6 millions de bénéficiaires actifs qui ont un plan d'épargne retraite. 6 millions de personnes en 3-4 ans, c'est énorme. Donc ça, c'est d'un point de vue macro. D'un point de vue opérationnel, je dirais que le changement, pour pas dire la révolution, c'est l'expérience utilisateur. Là, il se passe quelque chose de très important parce que le marché va vers une approche qui créera on va dire, du user-friendly, quelque chose qui va faciliter l'utilisation par tous. Clairement, ce n'était pas le cas parce qu'on est passé d'un dispositif qui était historiquement rigide, qui était mal connu, qui était mal compris, qui était mal utilisé, une sorte de tunnel dans lequel on entrait et on se laissait porter jusqu'à la fin sans vraiment qu'il y ait de bretelles de sortie. On n'avait pas de questions à se poser. Là, on est sur un dispositif qui permet beaucoup de choses et donc il faut une expérience utilisateur qui aide les bénéficiaires à l'utiliser. Donc c'est beaucoup plus sexy, mais clairement, on a encore un petit peu de chemin à faire, mais en tout cas, c'est le sens de l'histoire. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous diriez que c'est un avantage qui est beaucoup proposé au sein des structures? Alors la réalité est assez hétérogène selon la taille de l'entreprise et le profil des collaborateurs. Schématiquement, si vous êtes dans une entreprise avec des niveaux moyens de rémunération élevés, j'ai envie de dire, quelle que soit la taille de l'entreprise, eh bien, vous recherchez des dispositifs hors charge et hors impôt, parce que vous êtes dans des notions à la fois d'optimisation de vos enveloppes de rémunération et puis d'optimisation des revenus de vos collaborateurs. Première caractéristique. Puis la deuxième caractéristique, c'est la taille de l'entreprise. On peut dire que chez les grands comptes, majoritairement, on a
des dispositifs de retraite, que ce soit les anciens PERCO ou les anciens articles 83. Donc ils sont présents. Ils ont pour certains déjà été transformés en nouveaux PER. Sur les PME, c'est plus rare, ça reste minoritaire, mais ça va bientôt changer parce que 1er janvier 2025, avec le nouvel accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, qui va être voté cet été au Parlement, ben, les PME vont s'équiper, elles aussi, en épargne entreprise et par capillarité, en plans d'épargne retraite qui seront souvent vendus en même temps que la participation, l'intéressement, le PEE. Donc voilà, schématiquement, selon le type de démographie, selon la taille d'entreprise, c'est variable. Mais par contre, il y a une constante, c'est que avoir le dispositif, c'est pas la finalité. Parce que le PER, c'est avant tout une sorte de corbeille qu'on met à disposition. C'est une forme de couteau suisse. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc l'outil, le mettre en place, c'est bien, mais l'optimiser, c'est surtout là que se trouve l'enjeu. Donc, justement pour, ces entreprises qui ne l'auraient pas encore mis en place, est-ce qu'elles ont intérêt à le proposer de manière, plus systématique, surtout quand on parle, d'allongeage salariaux en période économique, pour le moins troublée? Alors, ça, c'est une question que je trouve passionnante. D'abord, il y a une réalité, hein. Je viens de prononcer le mot «le sens de l'histoire». Quand on regarde les tendances, il y a pas d'équivoque, hein, il y a pas de double sens. Tout le monde ou presque aura un plan d'épargne retraite. Donc en fait, ne pas en avoir, c'est comme rouler sur l'autoroute à contresens. Il n'y a pas de sujet. La route, elle va pour tout le monde, du même côté. Ensuite, l'enjeu, c'est la façon dont l'entreprise va alimenter ce PER. Donc si l'entreprise l'alimente faiblement, elle en parlera peu, elle communiquera peu. Et si elle l'alimente de manière généreuse ou alors dans une optique de protection de telle ou telle population, là, il faut qu'elle agrémente ce budget d'un marketing social, entre guillemets, qui soit adapté. Il faut qu'elle communique. Donc, oui, il n'y a pas de choix, d'autre choix que de l'avoir. Et oui, il faut le proposer et il faut travailler sur la meilleure façon de l'adapter à ces populations. Que côté entreprise, les pairs demandent des obligations légales spécifiques à respecter? Est-ce que le dispositif est complexe à mettre en place? Alors, obligation légale, il n'y a pas vraiment d'obligation légale de retraite en France, hein. Enfin, on a quelques conventions collectives nationales extrêmement rares, moins d'une dizaine, qui sont obligées de le déployer. L'obligation, c'est quand l'entreprise souhaite ou va mettre en place une retraite spécifique pour les dirigeants. L'article 39, ce qu'on appelait auparavant les retraites chapeau. Là, effectivement, il doit y avoir un dispositif de retraite pour tous. Mais globalement, pas d'obligation de mise en place. Les obligations sont des obligations de négociation, c'est-à-dire que quand le plan d'épargne entreprise ou le plan d'épargne groupe est en place depuis au moins 3 ans, l'entreprise doit négocier un PER. Donc, comme 90% de nos auditeurs ont un PE ou un PEG, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de PER, eh bien, vous devez le négocier. Donc ça, c'est pour la partie obligation. Ensuite, la mise en place, c'est facile. Il n'y a pas de difficulté technique à mettre en place un PER. La peut-être la difficulté, c'est faire évoluer, c'est-à-dire quand on doit transformer un ancien PER, il faut se poser des questions. Et puis, la difficulté, c'est surtout mettre en place le bon dispositif, choisir le bon partenaire. Voilà, ça réclame un peu plus, d'investissement, voilà, c'est un métier en tant que tel, j'ai envie de dire, mais il y a des professionnels sur le marché pour ça. Et donc pour, évoquer, les entreprises qui ont déjà mis en place un PER, est-ce que vous constatez, des axes d'amélioration, des freins et des difficultés en interne? Oui, alors globalement, le dispositif, il est génial, hein.
faut être clair que sur les leviers en termes d'exonération de charges, d'exonération d'impôts, on arrive à quelque chose d'exceptionnel. Moi, je fais ce métier depuis le début des années 2000. On attendait cette loi d'amélioration ultime où on met tous les dispositifs. Donc l'enjeu, c'est pas est-ce que le dispositif est bon? Il est très bon. L'enjeu, c'est comment la DRH fait pour faciliter ce que j'expliquais en termes de compréhension, utilisation, valorisation. Donc il y a 4 parties prenantes qu'il faut adresser. Les équipes RH, il faut des formations adaptées. On sait très bien que les plannings RH sont difficiles à tenir, il y a beaucoup de contraintes, mais dans l'idéal, des formations pour que les équipes RH comprennent mieux le dispositif et soient mieux armées en interne pour en parler. Côté cadre et côté dirigeant, des sessions d'information spécifiques pour optimiser la couverture retraite, optimiser les leviers de versement, les leviers fiscaux. Je dis spécifiques parce que vous n'avez pas les mêmes populations quand vous avez des salariés qui ont des pouvoirs d'achat faibles dans une salle de réunion et des cadres qui vont avoir des rémunérations plus élevées, donc qui ont d'autres contraintes, d'autres enjeux. Ce qui n'est pas toujours fait ou pas assez fait également, c'est le travail avec les partenaires sociaux. Les entreprises ont l'habitude de parler des S sur P, des équilibres techniques des régimes frais de santé, chaque année, plusieurs fois par an, avec les partenaires sociaux. De la même manière, il doit y avoir des points annuels pour les aider, pour aider aussi les syndicats à porter le message retraite, de la même manière qu'ils sont capables de porter des messages relatifs aux frais de santé. Donc ça, c'est, on va dire, côté syndicat ou représentant du personnel. Et puis, bien sûr, des outils à déployer pour les utilisateurs finaux, les salariés, parce qu'ils doivent comprendre plein de trucs avec ce nouveau couteau suisse. Ils doivent comprendre, par exemple, pourquoi et comment déclarer ses avantages retraite aux impôts. Question que tout le monde se pose dorénavant, ça fait partie du parcours de déclaration des impôts. Pourquoi et comment faire des versements volontaires déductibles? Dans quelles circonstances c'est intéressant? Pourquoi moi je le ferai en fonction de mon âge? Comment je le fais? Pourquoi et comment modifier ses placements financiers? On sait que l'utilisation des dispositifs, que les placements sont extrêmement mal adaptés en France à l'horizon de placement. Donc il faut des outils pour comprendre ça. Et aussi pourquoi, comment monétiser des jours de repos non pris? Il y a de plus en plus d'épargne temps qui se transforme en épargne retraite. Donc là, ça fait quand même beaucoup d'axes de travail sur lesquels, de manière très, très, pratico-pratique, mettre des outils en place. Ensuite, d'un point de vue, j'ai envie de dire plus macro, là aussi, il y a des tendances qui sont pas réalisées. Premièrement, on ne challenge pas assez les fournisseurs. Alors bien sûr, dans un agenda RH, il y a beaucoup d'obligations, donc c'est difficile de faire les choses facultatives, mais clairement, on ne challenge jamais son banquier qui gère le dispositif, jamais son assureur, on challenge rarement son courtier, tous ne se valent pas, donc il faut les faire à intervalles réguliers, il faut les challenger. Deuxièmement, on ne travaille pas assez toutes les nouvelles possibilités de l'épargne. Je parlais d'abondement sur l'ancienneté, de travail spécifique sur les dirigeants, de travail sur les faibles rémunérations avec les abondements unilatéraux qui ne réclament aucun versement des collaborateurs. Donc là, il y a beaucoup de possibilités à travailler. Et puis, quand on a mis en place des dispositifs, on ne s'interroge plus en général sur la façon dont on va les faire vivre au gré des nouveaux déblocages, par exemple, ou des nouvelles possibilités. Par exemple, les plus jeunes ont la réputation de ne pas s'intéresser à l'épargne retraite et évidemment, ça leur est lointain. Par contre, quand aux populations les plus jeunes, vous leur parlez d'acquisition de résidence principale ou de finances responsables, comment par mon épargne je contribue à un monde meilleur, là je vous assure que vous avez des axes d'échange sur lesquels réellement il y a de l'intérêt. Donc voilà, d'un point de vue macro, toujours re-questionner à intervalles réguliers
le dispositif parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Demain, il y aura peut-être un déblocage pour l'acquisition d'un véhicule électrique. Donc en fait, il y a quand même beaucoup d'histoires à raconter autour de l'épargne retraite. Comment après l'entreprise intervient spécifiquement pour, lever ces freins ou certains de ces freins en termes d'accompagnement? Alors, nous, notre fondateur Bruno Rousset a créé le groupe en 1988 parce qu'il trouvait que l'épargne était enfin, que l'assurance était incompréhensible et que les assureurs n'étaient pas assez réactifs. Donc il a créé April pour rendre l'assurance plus facile. Donc en matière d'épargne, pour nous, c'était parfait parce que c'est ce qu'on a tenté de faire, c'est donc de rendre l'épargne plus facile. Donc tout ce qu'on fait, tous les outils qu'on déploie, heu, d'accompagnement des DRH et des collaborateurs, c'est dans cette optique exclusive que ce soit simple. Le marché, il a historiquement un parti pris, hein, c'est de rendre les choses compliquées parce que c'est un sujet d'experts. Donc nous, on tente de faire exactement le contraire et de le rendre simple. Le deuxième pilier de notre, identité, c'est ce qu'on appelle allier le meilleur de la technologie et des relations humaines. Donc ça, on le déploie aussi en épargne parce qu'en fait, on considère que, notre cerveau reptilien est mal à l'aise avec le temps long. On n'est pas psychologiquement, psychiquement adapté aux choses très complexes, très abstraites, très lointaines. Donc le tout digital, par exemple, ne marche pas ou marche mal. Le tout papier ne marche pas ou marche mal. Donc nous, on associe aussi bien avec les DRH qu'avec les salariés des points de contact, on va dire des maillons dans toute cette chaîne pour que les collaborateurs puissent avoir quand même une relation humaine qui leur vulgarise ces dispositifs qui sont un peu, enfin qui sont souvent obscurs. Et puis peut-être juste pour dire, heu, on fait ça, c'est important parce que ces nouveaux dispositifs, ils répondent à des besoins qui sont, vraiment tous différents, hein. Selon que vous recherchiez de la défiscalisation, de l'acquisition de résidence principale, que vous souhaitiez, construire un monde meilleur par votre épargne, que vous souhaitiez, protéger votre conjoint, hein, avec qui vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas pacsé, en fait, vos besoins ne sont pas ceux de votre collègue de bureau. Donc c'est fondamental de trouver le bon niveau d'interlocution pour que, le collaborateur, il puisse dire ce qu'il recherche et qu'on lui offre une réponse adaptée. Finalement, avec, ce nouveau type de plan épargne retraite, est-ce qu'on peut dire qu'il y a qu'un seul dispositif pour toutes les entreprises? Le PER, c'est le dispositif de retraite principal, c'est l'incontournable. Il a des déclinaisons en fonction des alimentations. Est-ce que c'est de l'abondement, des cotisations? Il a des déclinaisons, mais ça reste un PER. Donc, il est incontournable. Par contre, il s'insère dans une réflexion globale sur l'épargne dans l'entreprise qui le dépasse. Parce que l'épargne en entreprise, ça va commencer de rémunération très court terme, par exemple par des primes de partage de valeur, par de l'intéressement en participation. Ces choses qui peuvent être épargnées, donc là on vient sur du moyen terme, dans un PE, dans un PEG, bloqué 5 ans. Et puis effectivement qui va aller jusqu'à la retraite. Donc on va dire par le bas, le PER est le complément de l'épargne court terme, de l'épargne salariale. Et puis par le haut, c'est aussi le complément de dispositifs spécifiques pour les cadres supérieurs, les cadres dirigeants. Avec le PER, vous ne pouvez pas couvrir, par exemple, une catégorie qui s'appellerait CODIR, COMEX, directeur d'exploitation, directeur de site, expatrié. Tout ça, ce ne sont pas des catégories objectives de personnel. Donc, à côté de l'épargne salariale, à côté du PER, vous avez aussi de nouveaux régimes, article 39. Ils ont vraiment quelques trimestres, ils sont tout neufs, qui permettent de compléter, on va dire, une forme de stratégie de rémunération différée qu'on décline par catégorie. Donc incontournable et complémentaire, harmonieux avec le reste des dispositifs. Merci beaucoup Romuald pour votre participation.
Merci Camille. Nous mettons fin à cette première édition de La Voix de l'expert du podcast Les Voix des Saprimania. À très bientôt pour un prochain épisode. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les offres d'appris d'entreprise, que ce soit sur le plan épargne retraite ou d'autres produits assurantiels, n'hésitez pas à consulter leur site web grâce au lien dans la description.